Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel je reçois pour vous Clément Adéoté Adéchian. Il est analyste, chroniqueur politique, fondé du groupe de presse ESAE qui comprend l'informateur, ESAE TV, ESAE Radio. Il est également le promoteur de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Avec lui, chers amis internautes, on fera le tour de l'actualité. On parlera notamment de ESAE qui a fait sensation aux Jeux universitaires à Djougou avec 3 trophées remportés. On parlera également sans nul doute de l'arrestation de Louis-Philippe Roundéon et également celle de son frère Damien Roundéon. On parlera du cas de concertation de l'opposition qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis un certain temps. On parlera également sans nul doute des élections générales de 2026 avec cette volonté manifeste des partis politiques de l'opposition, notamment ceux au sein du cadre de l'opposition qui demandent une relecture du code électoral. En fin d'émission, si le temps nous permet, on essaiera d'effectuer quelques commentaires sur les implications géopolitiques de l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. Chers amis internautes, avant de retrouver Clément Adéoté Adéchian pour ses analyses, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, le site national de Guédiawaye, l'annexe au quartier Akpakpa, il y a le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Guédiawaye au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Clément Adéoté Adéchian, bonjour. Bonjour Kader. Merci de nous être revenus. C'est un plaisir. Merci. Vous êtes fondé du groupe de presse ESAE, analyste chroniqueur politique. Ce matin, je vous prends d'entrée de jeu sur ESAE. ESAE, votre université qui a fait sensation, notre université, si on peut le dire ainsi, parce que sans ESAE, ESAE TV n'existe pas. Donc, notre université ESAE a fait sensation à Djougou. Clément Adéoté Adéchian, dites-nous, quelles ont été les émotions qui vous ont traversé le jeudi au soir? Disons que je suis un fondateur très heureux. Heureux et ému parce que nous avons marqué de notre empreinte, nous avons cousu de fil blanc et les Jeux universitaires encore une énième fois à Djougou. Je crois que nous avons commencé par participer très sérieusement il y a environ 3 ans. Les Jeux universitaires n'étaient pas trop médiatisés, c'était pas connu en fait. Les privés n'étaient pas associés très sérieusement. On a commencé par y ajouter les privés maintenant il n'y a pas très longtemps. On a commencé de toutes les manières. On a commencé par nous informer, par nous en informer de ces Jeux universitaires il n'y a pas longtemps. Nous avons commencé par y participer il y a 3 ans. On a fini 3e. Il y a 2 ans, on a été champion en football avec ESAE Parakou et ESAE Cotonou était 3e. Alors, on a commencé par montrer que nous sommes là. Mais cette année, on a voulu... Et déjà l'année dernière, au niveau de l'athlétisme, on a eu 3 médailles, déjà. Alors, cette année, on a voulu aller encore plus loin. On a fait le pas de côté avec le handball, qui n'était pas notre discipline. Je crois que ça a été un succès très éclatant. Ça a été coup d'essai, coup de maître. Nous avons eu une discipline féminine, le hand féminine, et une discipline masculine avec le handball masculine. Le handball masculin, le handball
féminin, la discipline féminine, la discipline masculine. Ah oui, effectivement. Tout à fait. On a une école de journalisme, il ne faut pas dire des bêtises. Tout à fait. Nos enfants nous suivent. Et d'administration également. Ah oui, nos enfants nous suivent. Donc, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce pas de côté a été un pas très heureux. Ça n'a pas été un pas d'aventure. Nous avons quand même fini champion de la discipline en handball. Y a-t-il une préparation en amont conséquente? Absolument. Sans préparation, on ne pouvait pas y arriver là. Nous avons compris depuis 1 an que nous venons en handball. Et alors, nous avons noué un partenariat avec la fédération béninoise de handball. Je remercie le président Sidiko Karim et mon jeune frère Sidiko Karim, avec tout son bureau, ils ont été disposés à nous recevoir et à nous proposer cette plateforme de collaboration. Alors, ce que nous avons fait le mieux déjà à Esaü, c'était d'offrir des bourses à des enfants qui ont du talent, mais qui ont été incapables de payer leur scolarité pour aller à l'école. Nous en faisons au niveau du football, nous en faisons au niveau de sans discipline tout court, mais nous avons voulu quand même que des personnes qui ont des talents dans certaines disciplines telles que le handball viennent désormais étudier chez nous. Alors, ce partenariat a permis quand même d'installer des boursiers à l'école depuis l'année dernière. Et de former une belle équipe performante. Et on dit qu'on n'a pas travaillé. La pépinière a commencé par prendre. Et on a pu monter sur tous nos campus, on a pu les regrouper, d'avoir une équipe féminine, une équipe masculine. Et le résultat est là. Ils ont fait sensation aux Jeux universitaires. J'avais de la peine pour les autres équipes parce qu'il n'y avait même pas match. Tellement les cas étaient grands. Vous savez, quand vous suivez le handball à la télé, la sensation est si forte que les résultats sont étriqués. Ça finit souvent 32-33 et 35-34. Mais quand vous avez suivi ce qui s'est passé avec nous, quand on est à 30, ceux qui nous suivaient étaient à 12 ou à 13. Donc on a écrasé. Franchement, quoi. C'était une victoire écrasante. Où on a écrasé. Il n'y avait pas match. C'était une bérésina, tout simplement. Donc, il y a de quoi être fier que ces enfants, vraiment, ils nous ont honorés. Ce qui n'est pas le cas au football, parce qu'au football, déjà, on nous connaît, donc on nous attend chaque année que ça va être difficile. On était champion l'année dernière, mais ils vont venir encore cette année pour nous écraser. Je crois que les universités du public, là, se préparent toujours. L'UAC et puis l'UP. Et à Parakou. L'université de Parakou. Oh, ouais, il se prépare chaque fois quand il s'agit de Esaü. Donc, vous avez vu la finale diffusée à l'ORTB. Ça a été très chaud, très chaud. Ça n'a pas été facile. C'est un score très étriqué, 2-1. Mais on dit le football se joue à 11 contre 11. Et à la fin, c'est Esaü qui gagne. Et nous avons gagné. Vous avez gagné. Nous avons gagné, nous avons eu le trophée. Donc, on a eu 3 trophées. Il y a de quoi être fier de ce que nous faisons dans notre école. Il y a de quoi montrer quand même à l'opinion qu'au-delà du savoir, au-delà du savoir apprendre, du savoir faire, du savoir être, il y a le savoir se comporter en société, il y a le savoir apprendre à maîtriser une discipline sportive que nous enseignons à Esaü et que nous amenons les enfants. Parce que la maîtrise du corps et de l'esprit passe nécessairement par le sport. Vous avez beau bourrer l'intellect, vous avez bourré le cerveau, bourrer l'intelligence des enfants. Ils ont beau être très intelligents. À la fin, vous allez fabriquer des êtres abrutis, tout simplement. Une tête pleine, en un mot. Mais une tête bien faite, c'est une tête équilibrée qui rallie l'harmonie entre son corps et son esprit. Et la seule chose qui permet d'établir un équilibre pareil, c'est le sport. C'est le sport. Et c'est ce que nous avons compris à Esaü. Vous allez voir le sport et les activités culturelles. Les vendredis après-midi, vous allez voir, les enfants sont là, à l'école, dans les différentes salles. Qui pour la danse, qui pour le théâtre et le cinéma, qui pour l'oratoire, qui pour l'anglais, qui pour les exercices de l'intelligence artificielle. Les enfants travaillent. Les enfants travaillent à équilibrer le mental, à décoiffer un peu tout ce qui a été bourré toute la semaine, à s'aérer un peu l'esprit. Ça fait du bien. Les enfants se retrouvent mieux le week-end et quand ils sont là le lundi, ils pétillent de forme et d'espérance. De forme et d'espérance. À toute victoire, on dit qu'il y a toujours des hommes de l'ombre. Quelqu'un a dit au Tiadéchian, dites-nous, selon vous, qui sont les artisans de l'ombre de ces 3 trophées obtenus? D'abord les joueurs eux-mêmes. Toute victoire, vous savez, quand il y a un échec, tout de suite on s'en prend aux joueurs qui ont été très mauvais. Vous avez suivi le Bénin en football avec le Nigeria hier. C'est un derby de l'Est, avec notre voisin de l'Est. Ça n'a jamais été facile. Quand on se retrouve avec le Nigeria, soit il nous étrille
nous écrase comme une punaise en règle générale. Mais depuis un bon moment, depuis la dernière CAN, je crois bien, en Égypte, on a vu que les choses n'ont quand même pas changé. On a commencé par tenir le Nigeria en équilibre. On a quand même pas fait des matchs des 2-2, des 1-1. Et la dernière fois, on les a chicotés à Abidjan. Ils n'ont pas aimé. Ils l'ont rendu violemment chez eux, au Nigeria. On a pris un soufflet de 3-0 rapidement. Et on se retrouve encore une troisième fois en un an, en un mois et demi. Donc vous comprenez que la tension était vive au point où le Nigeria s'attendait à nous écraser, mais ça n'a pas marché. Donc c'est difficilement, ils ont égalisé à la fin. Alors vous comprenez un peu que les challenges au niveau du pays, quand on parle de sport, c'est ce que ça donne. Quand les enfants, les joueurs avaient perdu, tout le monde allait crier à sur le baudet que les joueurs étaient très mauvais. Mais ils ont gagné, c'est d'abord la victoire pour les joueurs. Pour les joueurs. Ensuite, les entraîneurs qui ont travaillé. Maintenant, l'organisation, c'est l'administration. Le fondateur que je suis, tout joyeux ici, qui a accompagné de toute la science. Et derrière cela, il y a un directeur sportif, mon adjoint, monsieur Kantedi David, qui est encore à Djougou actuellement, qui est resté avec les enfants pour mettre les petits plats dans l'écran. Il sait le faire très bien. Je crois que les gens nous connaissent déjà. Quand on parle du sport à Isaïe, les gens ont toujours peur. Jusqu'à présent, malgré nos modiques moyens, personne n'a encore détourné Isaïe sur le toit de l'Afrique en matière de palmarès. Vous aurez souhaité davantage de moyens? Si on avait des moyens, on aurait continué. On aurait continué encore par jouer la Coupe d'Afrique. Vous savez, on a joué 2 fois la Coupe d'Afrique. On a vu ce qu'on a été capable. Jusqu'à présent, au Bénin, une seule fois dans l'histoire, une équipe est rentrée en phase de poule. Et pour rentrer en phase de poule, il faut jouer 12 matchs. Et il faut jouer 6 matchs d'abord. Et ensuite aller jouer 6 matchs en poule. Ça fait 12 matchs. 12 matchs. Donc, 6 matchs qu'il faut gagner et aller tenir le dragé avec 6 autres matchs en phase de poule. Ça a été très compliqué, mais que nous avons quand même essayé de gérer en ce temps. Et nous sommes rentrés en phase de poule pour la première fois. C'est un palmarès que nous demandons de tous nos voeux, qu'il soit égalé, qu'il soit battu, qu'il soit dépassé. Mais pour l'instant, notre palmarès n'est pas battu. On continue pas de tenir le palmarès de la seule équipe du Bénin à avoir joué la phase de poule d'une Coupe d'Afrique. Mais aujourd'hui, avec ces 3 trophées, il faut quand même pas garder et aller peut-être à 4 trophées désormais. Alors dites-nous, quelles sont les perspectives? Normalement, vous savez, Esaïe n'a pas disparu en football. Esaïe est présent en football. Après, Esaïe est présent à travers son équipe professionnelle, qui est l'Autopopo. Donc, que nous soutenons chaque fois que l'Autopopo joue. Parlons de l'Autopopo, petite digression. Quel est le contenu de la convention qui lie Esaïe à l'Autopopo? C'est la même convention que les clubs... Est-ce que l'Autopopo appartient toujours à Esaïe ou le club a été vendu? Non, on ne vend pas un club de football. On ne vend pas une association, c'est une convention de partenariat. La convention de partenariat qui est signée, qui en ses articles 3 et 10, qui disent clairement que le club professionnel qui est devenu l'Autopopo doit continuer par maintenir le niveau très élevé au niveau de la professionnalisation, pendant que le club amateur, le club qui détient le club qui a l'enregistrement, le club qui détient la filiation de la fédération, continue par être le club amateur. Donc, Esaïe devait continuer par jouer les compétitions amateurs au niveau régional. C'est Esaïe qui doit jouer les clubs, qui doit jouer la compétition U17, U19. C'est Esaïe qui doit jouer la compétition féminine, c'est ce que la convention dit. Et pourquoi c'est pas fait? C'est pas fait parce que dans un certain temps, on n'a pas voulu brusquer les choses au niveau de la Loterie nationale du Bénin, parce que c'est une expérience qui venait de commencer, et parce que un président directeur général comme Gaston Zossou est un ami de vieille date, en qui j'ai entièrement confiance, et même jusqu'à présent, j'ai toujours confiance en lui. Ce qui fait que je n'ai pas voulu brusquer les choses. Mais il y a 2 ans, j'ai été obligé quand même, effarouché, d'envoyer un courrier pour leur rappeler que les conventions ne sont pas respectées. Parce que Esaïe, amateur, n'est pas en train de jouer la compétition au niveau des amateurs. Alors que nous avons de la pépinière. Vous avez vu les enfants qui gagnent des compétitions. Mais une fois la compétition universitaire terminée, ils sont au repos, ils ne jouent pas. Et qu'est-ce qu'on doit faire de ces talents-là? Ils sont obligés d'aller ailleurs, d'aller jouer dans d'autres clubs qui les solliciteraient. Mais c'est dangereux pour nous, pour la préparation que nous faisons à la base. Alors,
il y a quelques mois, le mois d'août, nous avons fait le déplacement d'aller rencontrer l'actuel directeur sportif de l'Autopopo, monsieur Wilfrido Aïbatin, qui nous a vraiment reçu, un monsieur très sympathique, qui n'a pas malheureusement la baguette magique pour régler le problème. Il est lié par le conseil d'administration, il est lié par la direction générale de la Loterie nationale du Bénin, et il n'a pu rien. Mais le directeur général, vous le connaissez personnellement? Oui, mais si je suis obligé d'en parler maintenant, c'est parce que là, je crois que s'il n'y a pas de solution, on va aller au contentieux, parce que je n'aurai pas d'autre choix, parce que j'ai des comptes à rendre. J'ai des mandats, l'association sportive n'appartient pas à une seule personne. Je suis le président, mais je ne suis pas seul. Mais il ne faudrait pas qu'on continue par me demander à un moment donné qu'il a vendu le club. Si le club ne joue pas une compétition amateur, c'est qu'il a vendu, le club. Il a cédé le club, il a pris de l'argent. Mais non, c'est une convention de partenariat. Et une convention de partenariat. Et le forfait qui a été remis à l'époque pour compenser un peu les dépenses qu'on venait d'effectuer pour la dernière compétition africaine, l'année où nous signons la convention, c'est connu de tout le monde, nous l'avons diffusé. Et si on doit capitaliser l'historique de Esaü depuis sa création pour le vendre, eh ben écoutez, la Loterie nationale du Bénin ne pouvait pas acheter Esaü FC, c'est pas possible. Il n'en aurait pas les moyens pour acheter si on devait vendre, c'est pas possible. Malgré toute la cagnotte. Mais il ne pouvait pas. Comment vous pouvez acheter un club qui a une historique, qui jouait en première division, qui a fini 2 fois deuxième et qui a joué 2 fois la Coupe d'Afrique? Vous savez combien on engage pour une Coupe d'Afrique? C'est au moins 300 millions. Et l'année où on a été en phase de poule. Mais s'il devait même rembourser seulement les 300 millions, il devait faire comment? L'année où nous avons joué, la deuxième année où on a été joué au Maroc, en période presque de Covid, où il n'y a pas de vol, on a dit affréter la Royal Air Maroc pour aller jouer. Si on devait les attribuer ça, ils allaient rembourser comment? On ne peut pas vendre une association, c'est pas possible. C'est une convention, c'est un forfait, un forfait. Est-ce que demain vous pouvez décider de reprendre votre club? Si la Loterie nationale du Bénin ne sont pas capables de respecter la convention, mais nous allons reprendre les AIFC. Advienne que pourra. C'est ce qui va se passer et l'Autopopo va disparaître. Où ils iront commencer leur prouesse, leur processus à partir d'une ligue amateur pour monter progressivement. Mais c'est simple, la preuve. Il y a eu mes intelligences entre la CNSS et AS Cotonou. La CNSS est partie de AS Cotonou et sont allés nouer un nouveau partenariat avec Audio. La CNSS joue aujourd'hui maintenant à Comé. Depuis cette saison, mais c'est simple. Quand les gens ne s'entendent pas, les gens peuvent amicalement ou de force, devant les juridictions, rompre tout partenariat. À un moment donné, j'ai un contrat et je sais ce que le contrat a stipulé et qui ne respecte pas. On dit chaque année, le montant forfaitaire qu'il faut donner pour préparer l'équipe amateur, il ne donne rien du tout. Mais nous, on ne demande même pas de l'argent parce qu'on n'a pas besoin de ça. Vous ne recevez rien chaque année. Mais rien. Pourtant, le contrat est là, clairement dit qu'il faut un montant forfaitaire pour préparer l'équipe de football qui doit jouer la compétition au niveau des amateurs. Mais ils ne le font pas. C'est pas parce que la loterie manque de 15 millions par an pour préparer une pépinière qui devrait leur servir, en fait. Mais je vois que depuis que la compétition a commencé cette année, le championnat a commencé, ils allient une équipe U17. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés trouver ça. Vous avez une convention avec un club et vous alignez une équipe U17. Ils sont allés trouver ça où? Vous estimez que vous êtes en train d'être trahi, d'être dupé? Non, je n'ai pas encore dit ça, mais j'attends de comprendre. Puisque j'ai fait ce qu'il faut faire. J'ai envoyé un courrier il y a 1 an et demi, 2. Je suis allé faire une réunion à la Loterie nationale du Bénin. J'ai relancé la discussion en août à côté. Et je suis patient, j'ai entendu, personne n'a réagi. Alors si on ne réagit pas, c'est qu'on veut aller à la provocation. On veut à la provocation. Alors aujourd'hui, pour finir avec ce sujet, de quoi avez-vous besoin concrètement pour que Esaü peut-être participe aux compétitions d'une division régionale? Non, mais on a besoin de rien du tout. Vous avez la preuve, on a les jeunes qui sont là. Et les jeunes, c'est la plupart les moins de 19 ans. Ces enfants qui sont en première année, troisième année, ils ne sont pas en master. Et ils sont très bons. Donc, c'est de ça qu'on a besoin pour animer une compétition de catégorie d'âge. Nous avons ce qu'il faut pour ça. Mais on ne peut pas se jeter aujourd'hui pour commencer par participer à une compétition au niveau des catégories d'âge, une compétition des amateurs, sans le lier directement à un club professionnel, parce que nous utilisons la même filiation. Il n'y a pas plusieurs affiliations à la fédération.
C'est pas possible. Donc, il faut le faire dans les règles de l'art. Parce que si nous devons l'engager nous-mêmes, si on doit le faire, c'est que le contrat est rompu. Et si le contrat est rompu, alors l'Autopopo ne jouera plus. L'Autopopo va aller s'enregistrer et commencer sa compétition au niveau des amateurs, au niveau de la Ligue régionale. Ça, c'est sûr. De toute façon, wait and see, Clément Adéotia-Deschamps, je vais quand même poser une question. Et je n'aime pas parler souvent, et en réalité, quand je fais confiance à des gens. Mais quand j'ai l'impression qu'on commence par me piétiner, alors là, ça me fâche. Quand ça me fâche, le plus sérieusement du monde, je ne réponds plus des moyens. Vous ne répondez plus et c'est ce que l'Autopopo est en train de faire, en fait. Je vais poser une question à l'ancien vice-président de la Fédération béninoise de football. Votre regard sur le football béninois aujourd'hui? Moi, je suis fier. Il faut être honnête. Je suis fier. Je suis fier de l'équipe dirigeante actuelle de la fédération. Je suis fier du président de Jacques. Parce que quoi qu'on dise, il y a des situations où vous ne pouvez pas attendre que ça soit cuit tout de suite. Il y a des situations qu'il faut préparer. Il faut y aller de longue haleine. Il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, nous avons un championnat qui dure constamment maintenant depuis 6 ans, sans interruption. C'est déjà pas mal. J'ai été pendant longtemps contre. Je l'ai combattu, je l'ai dit dans mes déclarations, dans mes interviews, dans mes écrits, sur les forums où je participe aux discussions. J'ai été clair que je n'admets pas un championnat où on joue à 36 ou à 38, que ça ne rend pas nos joueurs compétitifs. On ne fait pas le distinguo entre les athlètes de catégorie A1 et les catégories B. C'est pas possible de les mettre ensemble. Je crois que l'actuel ministre, en bonne entente, en bonne intelligence avec la fédération, ils ont réussi maintenant à décréter que c'est la dernière année que le championnat se jouera ainsi. La preuve, on est en poule A et en poule B, et c'est bon. On a 9 équipes de part et d'autre. 18 Oui, c'est 9. Ou 9 journées, 18 équipes de part et d'autre. Ça fait, ça fait 36 journées. 36 journées, c'est du bon. 36 journées en poule A, 36 journées en poule B, et les 2 premiers vont jouer la Coupe d'Afrique. Et les 9 de part et d'autre vont se retrouver désormais en Ligue Pro, et les autres seront en 2e division, et les derniers seront en 3e division. C'est déjà pas mal. Donc c'est ce que nous voulons, et vous allez voir que ça va changer encore la vision. Donc je dis ce que se fait. Le football féminin se joue régulièrement à des palmarès au niveau international. Le football scolaire, vous avez vu, sont qualifiés régulièrement au championnat du monde scolaire. Le football de catégorie d'âge, on a été au Niger, il y a 2 ans, on a été en finale contre notre bête noire, toujours le Nigeria. Chaque fois qu'on rencontre le Nigeria, c'est le plafond de verre qu'on ne réussit jamais à franchir. Mais un jour, on va pouvoir le franchir, cette plafond de verre. À force de travailler, on va y arriver, on va atteindre le niveau. Mais ça se fait. Des centres de formation qui ont été essemés un peu partout. On a la formation des arbitres aujourd'hui. Maintenant, depuis près de 15 ans, on n'a plus jamais formé les arbitres au Bénin. Maintenant, on a des arbitres D qui sont formés. Les D sont devenus C. Des C sont devenus B. Ce qui n'existait pas. Il fallait aller à Abidjan ou ailleurs. Les arbitres devaient se débrouiller eux-mêmes pour écumer un peu partout l'Afrique ou le monde pour aller chercher leur formation, leur sésame qu'ils doivent utiliser pour coacher dans leur pays. Aujourd'hui, maintenant, la fédération a conduit jusqu'au B. Donc, il ne reste que la A professionnelle. Donc, c'est bon. Moi, il faut quand même féliciter ceux qui le font bien. Il faut féliciter ceux qui travaillent à faire bien les choses. Et je crois que le président de Jacques, avec son détachement, vous savez, sa capacité à se détacher des choses matérielles, fait de lui un bon président. Parce que tu es un président qui est toujours attaché aux $1000 ou $1500 que la FIFA enverrait, ou 500 ou $800 que la CAF enverrait, en train de surveiller le compte. Est-ce que la CAF a déjà envoyé $500? Quand tu es attaché au bien de ce monde, et surtout, quel bien encore au Rikiki, finalement, tu ne peux pas être un bon chef. Mais lorsque tu as du détachement par rapport au matériel, et que tu ne vois que la grandeur des choses devant toi, comme il le fait, comme ils le font autour de lui, je crois qu'on est en train de construire un football prospère. Ne regardez pas le résultat de suite. Moi, je sais que ça va bien se passer le lundi à Tripoli, et puis un match nul ou une victoire étriquée d'1-0 de la Libye, et on est qualifié. De toutes les manières, on perd à un but d'écart, on est qualifié. On fait un match nul, on est qualifié. On gagne, on est qualifié. Donc, cette équipe-là, qui a joué contre le Nigeria, que moi j'ai vu, s'ils ne vont pas pisser dans leur froc en Tripoli, parce que les Libyens ont cette capacité aussi à tournoyer les gens, à vous embouber dans les aéroports comme ils ont fait aux Nigériens, s'ils ne font pas souffrir les nôtres,
et que tout se passe dans les bonnes conditions, mais on compte sur l'arbitrage de la FIFA et de la CAF aussi pour que les Libyens ne nous fassent pas souffrir. Alors, ce match se jouant à égalité parfaite sur un bon terrain de jeu, les Libyens ne peuvent pas nous éliminer et se qualifier. Le Bénin sera qualifié. Le Bénin sera qualifié. Le Rwanda étant déjà out, le Bénin sera qualifié. Donc tout ça, je crois que c'est des expertises qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter. C'est des gens qui, tout n'est pas bon, hein, tout n'est pas propre. Il y a toujours des clubs, il y a toujours des présidents de clubs qui ne méritent pas d'être toujours dans le championnat, qui ne guettent que 60 millions du ministère ou 10 millions de la fédération pour avoir 70 millions, essayer de dépenser 20-25 millions sur les joueurs et empocher le reste pour aller finir leur maison. Il y a des présidents comme ça qui existent toujours. Et c'est ces personnes-là, ces gens de présidents qu'il faut élaguer du football pour avoir un football professionnel conçu autour d'une société sportive. Une société sportive qui est capable, avec un conseil d'administration, de se réunir et de dégager un budget de 500 millions à 1 milliard pour dire nous voulons faire du football. Tant qu'on ne le fait pas comme ça, on ne peut jamais jouer contre FAR du Maroc, contre Zamalek, contre Al Ahly. On ne peut pas. Tant qu'on va avoir un budget du ministère de 60 millions plus 10, on n'ira nulle part. Même le Togo va nous éliminer. Même Gomido de Palimé va nous éliminer. H-Douane va nous éliminer. Le Burkina, comme la dernière fois avec Coton. Je crois que c'est le Burkina. Petite équipe du Burkina qui nous a éliminés. Pourtant, on a plus de moyens que cette équipe du Burkina. Mais l'organisation... Elle n'est pas petite. Ah oui, elle n'est pas petite. Mais comparé quand même à notre AS Cotonou, quand même pour les moyens que l'AS Cotonou met, on a déjà joué avec cette équipe en match amical de préparation au Burkina. On pouvait les éliminer. Je vous dis, ce petit plafond de verre qu'il nous faut briser, ça nous manque toujours. Ça nous limite quelque part. On peut aller plus loin que ça. Vous avez vu, d'ailleurs, bon, avec leurs petits moyens, ces enfants-là, dans leur trip, ils ont mangé la pâte chaude d'hier, avec un peu de légumes, sans moyens, ils sont allés éliminer le Nigeria. Quand même, c'est notre Nigeria qu'ils ont éliminé. Mais quand vous allez jouer avec Racine de Berkane, que Esaü a joué 2 fois de suite, nous les connaissons bien, mais il n'y a aucun moyen de les éliminer à l'étape actuelle. Il n'y a pas encore cette équipe au Bénin pour éliminer le RS Berkane, que moi je connais très bien, où lorsque vous êtes sur le terrain en train de jouer, c'est un terrain de 15 000 places, où les voix humaines que vous entendez bourdonnent comme des abeilles. En fait, vous ne comprenez même pas comment ils le font. Vos joueurs sur le terrain, ils entendent des vouh. Mais à quel moment il faut se concentrer pour jouer au ballon? C'est complexe. Mais il faut atteindre un niveau de compétitivité assez élevé pour mériter ce dépassement, ce qu'on appelle le dépassement de soi. À un moment donné, ce n'est pas le corps seul qui joue. L'esprit t'accompagne. C'est ça les grands joueurs. Ils jouent avec l'esprit. On n'a pas encore atteint ce niveau. Et nous devons travailler à y aller. On va y travailler, bien évidemment, avec le concours de tous les acteurs du football béninois, y compris vous également, Clément Aléotia Deschions. Merci pour vos différentes opinions. On va progresser dans cette émission. On va parler politique nationale à présent. On va parler de l'arrestation de Louis-Philippe Roundéon, ancien directeur général de la police nationale. Dites-nous, est-ce que vous avez été surpris qu'il ait été arrêté au regard de certaines déclarations récentes de lui? Non, il faut être honnête, je ne suis pas surpris. J'ai même été surpris plutôt que cela est militant. Parce qu'il y a longtemps que Roundéon avait envie qu'on l'arrête. Vous pensez qu'il avait envie? Oui, je crois que Roundéon avait envie de se faire martyr depuis un bon moment. Parce que c'est un officier supérieur général. Qu'il a été déchu ou dégradé, c'est un général. Et lorsque tu es militaire, je crois qu'il y a une obligation de réserve qu'on leur enseigne. Je ne suis pas militaire. Mais quand tu écoutes les militaires, le militaire ne parle pas. Quelle que soit la situation, paix à son âme. Et le général Kouyamé, que j'ai longtemps côtoyé avant qu'il ne tire sa révérence, vous avez beau lui demander qu'est-ce qui s'est passé à Segbana lors de son évasion, il ne vous le dira jamais. Il y a eu suffisamment de journalistes, d'enquêteurs qui l'ont approché de donner les détails de son évasion. Il ne le dira jamais. Pourtant, il s'est évadé en pleine révolution. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Mais il ne le dira. Mais est-ce que cette posture est une bonne posture? Mais c'est ça le militaire. Le militaire ne parle pas. C'est un officier de réserve. Mais à tout moment, un officier peut être sollicité pour les causes de la République. Le militaire ne parle pas. Mais Roundéon parlait déjà trop. Je n'ai pas compris. J'ai l'impression qu'il voulait se faire arrêter. Ah bon? Sa victimisation, que je ne tolère pas dans tous les sens du terme. Pourquoi? C'est-à-dire, avoir été rétrogradé pour un droit déjà acquis,
c'est-à-dire avoir été précipité à la retraite anticipée, ça fait beaucoup d'accumulation de frustration. Je suis d'accord. Il n'est pas blanc comme neige non plus. On l'a vu sous le régime Yahi. C'était l'officier zélé qui écrasait tout le monde. Vous étiez jeune, sinon vous devez vous en souvenir. Que quand on parle de Houndéon, attention, c'est pas ça, c'est la terreur incarnée depuis l'épopée Raid, commissaire central de Cotonou, à la direction de la police judiciaire, et puis ensuite directeur, tout puissant directeur général de la police nationale, et puis général. Houndéon, c'est quelqu'un, c'est un officier très zélé, qui fait bien son travail, c'est vrai, quand on lui commande, mais excessivement zélé en des moments donnés pour avoir développé assez de rancœur au niveau de certains concitoyens. Parce que vous pensez, mais on le sent pas. Quand on l'ait brimé, c'est légitime qu'il s'en offusque. Quand on l'ait écrasé comme une punaise, c'est normal que ça le fâche. Mais il devrait avoir des concitoyens pour le défendre. J'ai écouté Sabah Nazer, mais qu'il a vitriolé. Mais quand on arrête quelqu'un, ça fait pitié. Ce n'est pas le moment, effectivement, de chercher encore à l'accabler davantage, mais Sabah Nazer n'a pas eu pitié, n'a pas eu froid aux yeux. Tout à fait. Pour l'accabler. Moi, ça me fait mal. J'ai fait la prison en tant que journaliste. Donc, quand quelqu'un est déposé en prison, quels que soient les motifs, moi, je suis touché. Je suis totalement gêné. Vous avez passé une journée aujourd'hui au tribunal, vous m'avez raconté en off ce que vous avez vécu, le pincement. Vous n'êtes pas allé en prison déjà. Eh bien, vous avez vu ce qui se passe. Quand on doit menotter quelqu'un, l'envoyer en prison. Donc, quand vous avez vécu ça, très sérieusement, même quand c'est votre adversaire qui vit des moments de tension assez douloureuses, vous êtes gêné, vous êtes touché. On a de la compassion. Vous devez avoir de la compassion. Mais quand on arrive à ne pas avoir de la compassion pour Houndéon, alors ça signifie qu'il a préparé son lit comme il se couche. Et ça fait mal. Et moi, ce que je lui reproche, je ne veux pas juger. Je ne veux pas le juger sur cette dissension. Je ne veux pas le juger sur ses récriminations ou sur ses victimisations parce que je ne suis pas à l'exécutif. Je n'ai pas tous les moyens d'apprécier et il n'était pas le seul qu'on a poussé à la retraite anticipée. J'ai des amis pour qui j'ai coulé des larmes, c'est vrai. Il n'en fait pas partie. Mais j'ai coulé des larmes pour certains parce que ça fait mal. Tu ne t'y attendais pas du tout. Ce n'est pas comme au temps de Soglo où on a parlé de départ ciblé, où tu as ramassé un peu de millions. Même si pour eux, ils ont pris de l'argent et qu'ils estiment que l'argent pris ne compense pas la précipitation à la retraite quand vous êtes à 20 ans de service, qu'il vous en reste 10, je crois que ça fait mal quand vous n'avez pas préparé ça. Mais ceci dit, comme on fait son lit, on se couche. On aurait dû se la boucler. À un moment donné, ça va qu'il est officier. Si c'est un civil qu'on arrête de cette manière, ça me gêne. J'ai de la compassion pour mon cher professeur Aïvo, Joël Aïvo, un de mes meilleurs professeurs en droit constitutionnel dans mon université. J'ai de la compassion pour lui parce que c'est un civil. Il a choisi un combat politique qu'il assume. Je crois que c'est courageux parce qu'il savait que ça allait lui arriver. Et je lui ai dit. Vous pensez qu'il savait? Je lui ai dit en salle, au 5e étage, ici, devant les étudiants, il était au cours. J'ai dit, si tu continues comme ça va te créer des ennuis parce que tu vas aller directement au front avec les armes dont tu ne maîtrises pas l'utilisation. Vous pensez qu'il a méconnu le droit lui-même? Il connaît le droit. Il a dit les armes dont il ne maîtrise pas l'utilisation. Je n'ai pas dit le droit. Okay. C'est un patron de droit. C'est un professeur agrégé de droit. Donc ici qu'on est en droit, mais là il est en politique. Il ne s'agit pas de droit. On est en politique. Et quand on est en politique, vous avez des adversaires en face de vous. Et l'adversaire que vous avez en face de vous, vous devez apprendre à le psychanalyser, à savoir quels sont les moyens dont vous disposez pour l'affronter. Comment il vous affronte, lui, quand il va aller au challenge, au combat avec vous. Est-ce que, parce que vous venez et avec les points pour l'affronter, que lui, il vient forcément avec les points? Non, lui peut venir avec la dade. Si vous venez avec les points, qu'il vient avec la dade, il ne vous reste qu'une seule solution. Vous savez ça? Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On détale. On détale. Voilà. On peut décider aussi d'affronter son destin comme... Ah oui, il a la date, il a une manchette en main, j'ai les points. Ah bon? Non, moi j'aurais détalé. Alors, je ne suis pas aussi courageux. On parle de lui. Mais lui, j'aurais compris. Mais lui, je ne comprends pas. C'est militaire.
il devait apprendre à se la boucler. Un policier, il va dire. Alors, on parle de Louis-Philippe Oundéon, on parle également... Policier, ça veut dire quoi? C'est un paramilitaire, un paramilitaire, un militaire. Il n'y a pas de policier. On est aujourd'hui police républicaine, c'est les gendarmes et les policiers, ils sont formés de la même manière, c'est des militaires. Tout à fait. Hein? Donc, un militaire, un officier supérieur, en plus, a l'obligation de réserve. Donc, lui, je ne l'excuse pas. J'excuse les civils qui n'ont pas été prudents. J'ai compatis pour les civils qui n'ont pas été prudents, mais je ne compatis pas pour un militaire. Et vous ne compatissez pas aussi pour Damien Oundéon qui a été... C'est beaucoup plus lui qui l'a poussé dans la gadoue. C'est lui qui a été l'instigateur, je crois bien, pour les TikTok que j'ai suivis. C'est lui qui posait les questions. C'est lui qui s'est transformé en journaliste expérimental et qui voulait nous faire partager les exploits de Oundéon. C'est Damien, je crois bien. C'est le nom que je suivais. C'est bien ça. Je ne savais pas qui se nommait Oundéon. Vous êtes sûr que c'est Oundéon qui s'appelle? Il y a un de ses frères. Je sais qu'il y a un Damien qui a été tout le temps celui qui le filmait sur TikTok et qui l'interviewait et qui le poussait à faire des déclarations assez tapageuses, assez risquées, assez osées, qu'il aurait dû ne pas faire en réalité. Il est allé trop loin. Mais je dis, pour avoir fait la prison une fois, je ne le souhaite à personne, je compatis pour lui. Et je pense que Oundéon va être guéri de tous les maux qui l'accablent parce qu'il est certainement touché psychiquement, psychologiquement, et il ne digère pas tout ce qui lui arrive. Et il va finir par sortir le plus vite possible. Parce que ce qu'on lui reproche ne va pas... Oui, ce n'est pas parce qu'on lui reproche. Est-ce que vous trouvez... Incitation quand même à la rébellion. Atteinte à la sécurité de l'État. Oui, est-ce qu'on n'a pas d'atteinte à la sécurité de l'État? Je ne crois pas. Oui. Dans les chefs d'accusation, il n'y a pas encore un chef d'accusation qui porte atteinte à la sécurité de l'État. Non, je ne crois pas. Je crois que incitation à la rébellion et puis... Harcèlement pas bien. Pas voie numérique. Je crois que tenons-en nous aux deux là. Bon, le reste, je ne pense pas. Il n'a pas tenté quelque chose. Je ne crois pas. Histoire qu'on dise que les jeunes viennent taper à sa porte pour lui demander de tenter un coup d'État, c'est de ça que vous voulez parler? Non, c'est sa comparution devant la criette. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit ça. Je ne crois pas qu'il soit allé jusqu'à cette extrémité-là. Non, mais restons quand même dans les limites de ce dont on l'accuse pour dire que ça va lui permettre, quand il en sortira de là, qu'il ait fait un bain spirituel pour se retrouver. Je crois qu'il a beaucoup d'amis autour de lui qui s'y connaissent bien en bain spirituel. Effectivement, il est interpellé pour incitation à la rébellion et harcèlement par voie électronique. Ouais, c'est ce que je sais. Exactement. Voilà, donc... il n'y a pas d'atteinte à la sécurité de l'État. Voilà, restons-en. C'est mieux pour lui qu'on n'en ajoute pas d'autres. Voilà. Alors, pour progresser aussi, on parle du cas de concertation de l'opposition. Le dimanche dernier, des partis politiques de l'opposition, 5 d'entre eux se sont réunis pour créer un cadre de concertation de l'opposition, mais à la grande surprise, on note l'absence de Force Corée Bien émergent FCBE et de Restaurer l'espoir. Bon, à la grande surprise de qui? Il y a longtemps que je sais que FCBE n'a jamais joué dans la cour de l'opposition. Ah bon? Quand l'opposition se retire, il s'est retrouvé le seul FCBE à aller aux élections. Quand l'opposition ne voulait pas aller aux élections présidentielles, il va se retrouver opposant sur le toit du monde. J'aime bien cette photo où il était sur le toit du monde tout seul. Mais non. Et puis il y a longtemps que Restaurer l'espoir, il pisse le fiel sur tout ce qui est opposant. Il ne se retrouve pas avec eux du tout. Il n'a pas attendu maintenant. Il a l'impression que l'opposition telle que cela se présente actuellement ne joue pas franc jeu et ne coordonne pas ses actions telles que lui, Azanaï, l'aurait suggéré qu'il le fasse. Donc, ça ne devait pas vous surprendre en tant que journaliste, en tant que commentateur politique, analyste, que Azanaï ne se retrouve pas dans un cadre de concertation de l'opposition. Ça, je ne suis pas surpris. FCBE, non, mais FCBE n'a pas les moyens aujourd'hui de se proclamer opposant sérieusement. Mais ils ont toujours tenu un discours opposant à Patrice Talon. Ils ont toujours condamné la gouvernance de Patrice Talon. Ils ont toujours parfois été très acerbes contre la gestion de ce pays, par Patrice Talon. La preuve, vous avez vu les élections dernières, quand on a voulu choisir un parti de l'opposition pour aller à l'Assemblée nationale, il y en a eu combien de FCBE que vous avez trouvé? Est-ce que les même l'opinion sait très bien oui, que... est-ce que les ressentis des uns et des autres contre FCBE ne résultent pas des soupçons qu'on a contre Paul Houmpé au moment où il y avait une réorganisation de cette formation politique, après avec le retrait de l'opinion sait identifier les différentes forces politiques sur le terrain. L'opinion sait parfaitement bien s'ils ont envie de sanctionner le pouvoir dans les urnes, vers quel parti politique se diriger. Ça, c'est sûr et certain. Si Paul Houmpé et les FCBE avaient joué franc jeu en tant qu'opposants,
les dernières législatives leur auraient donné quand même une certaine indication de crédibilité dans ce sens-là. Ils ne l'ont pas obtenu, ce blanc-seing, au niveau de la population, au niveau du peuple béninois. Cela signifie qu'ils devraient se remettre en cause. Ensuite, aller s'asseoir avec les démocrates pour parler de cadre de concertation de l'opposition, mais les autres ne se sentiraient pas mal à l'aise. C'est comme s'il y a un intrus qui est venu s'asseoir avec eux, ou comment il faut l'appeler, un espion qui vient écouter aux portes pour aller vendre les secrets de la discussion. Il n'y aura pas d'espion. Non, ils ne permettront pas. FCBE, non, j'aime bien ce qu'ils font actuellement pour se rattraper, pour s'équilibrer. Ils tanguent un peu, je sais, le tangage qu'ils organisent est assez osé, mais très peu crédible. Il en faut suffisamment pour Paul Vumpe pour se retrouver vraiment en tant que parti de l'opposition crédible. Alors, ce cadre de concertation de l'opposition a comme objectif, notamment, on peut séquencer cela à 3 points. En premier point, le retour des acteurs politiques hors du territoire national qualifiés d'exilés politiques, ceux également en prison qualifiés de détenus politiques. Il y a également la relecture du code électoral qui est vivement souhaitée et également, sans occulter, le retour à la restauration de la démocratie béninoise et des libertés fondamentales. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je commence par le dernier. Alors, pour faire des revendications, il faut se méfier d'en faire qui ne rallient pas l'unanimité des suffrages tout de suite quand vous parlez. Retour à la démocratie. Le Bénin est un pays démocratique. La preuve, nous sommes ici en train de faire une émission politique. On n'a pas été laudateur du pouvoir dans cette émission. On est libre de dire ce que nous pensons. Et je le dis très aisément. Et on le fait très souvent quand on arrive ici. Et il a été toujours imposé au niveau de cette chaîne que lorsque vous avez un partisan du pouvoir, vous devez avoir un opposant en face pour que le débat soit équilibré. Et on l'a tout le temps fait. Et on a toujours pris des messieurs qui n'ont pas eu la langue très colorée quand il s'agit d'attaquer le pouvoir. Et heureusement qu'en face, il y a toujours des personnes qui équilibrent. Alors c'est ça ce que nous faisons en tant que médias. Et lorsque ça se fait dans un pays, ça s'appelle pays où le droit à la liberté d'expression est respecté. Alors, lorsque nous quittons ce terrain, que nous sommes un pays démocratique, ça c'est certain, nous avons fait nos élections à bonne date, ça n'a jamais été repoussé. On parle de restriction de la liberté. Moi, personnellement, ne m'a pas encore restreint. Maintenant, par rapport aux hommes politiques qui sont sur le terrain, qui effectivement de plus en plus trouvent des actions contrecarrées, des actions contrées par le pouvoir en place, je trouve que c'est de bonne guerre. Ce n'est pas systématiquement normal, mais c'est de bonne guerre. Parce que le pouvoir qui est en face, c'est dirigé par un président de la République qui a vécu au Bénin avec les hommes politiques, qu'il a même financé d'ailleurs, qu'il connaît parfaitement. Et il a toujours compris qu'est-ce qui a été le goulot d'étranglement et qui empêche ce pays de se développer. C'est lequel? Un petit rappel? La manipulation politique toujours par le bas, l'instrumentalisation par les hommes politiques, le trafic d'influence, la fuite des devises et la distillation des ressources. Il connaît tout ça. En réalité, alors il a décidé à un moment donné de faire du forcing, de briser les amarres et de pouvoir faire des mécontents en des moments donnés. Alors, de temps en temps, il arrive qu'on dise qu'il exagère. Et je pense que parfois, lui aussi, il doit se rendre compte qu'il exagère. Et quand il le fait, il essaie de... Il a tenu les choses. Il délie légèrement. La dernière élection, vous croyez que si le pouvoir central directement, le chef de l'État, n'avait pas tapé du poing sur la table, les démocrates iraient aux élections, puisque 3 ans auparavant, on les a exclus, sans crier gare, sans coup féri. Il ne s'est rien passé. Les quelques 2 ou 3 qui se sont mobilisés dans la rue en ont eu pour leur grade, en ont eu pour leur compte. Donc les élections ont eu lieu et on a fait les présidentielles, on a fait les législatives, on a trouvé des députés monocolores, BR, UP, à l'Assemblée nationale. Ça a crié, ça a gueulé, mais ils ont fait les 3 ans. Avant la dernière réforme qui a conduit aux élections où les démocrates... ils ont fait 4 ans. Oui. Avant la dernière élection, c'était en 2019. En 2019 2023 après. 2019, 2023, oui, 4 ans. Ouais. Oui, exactement, 4 ans. J'ai vieilli, c'est ça. C'est normal. Ma mémoire ne commence pas à flancher. Oui. Alors d'accord, ils ont fait les 4 ans. Mais ça a gêné qui? Ils ont fini les 4 ans. Pendant que l'opposition criait, il y avait les Bédamassi en face qui gueulaient aussi.
et puis ça n'entre rien dire. Mais le chef d'État, c'est l'homme le plus intelligent que moi j'ai jamais connu depuis que le Bénin a gouverné. Il voit les réactions en face. Mais il a essayé d'atténuer la situation. Pendant que déjà, on s'apprêtait à éliminer tous les candidats de l'opposition parce qu'ils n'ont pas le quitus fiscal, une décision assez extraordinaire de la Cour constitutionnelle les autorise à aller aux élections et à compléter les pièces après. Mais ça a étonné beaucoup de monde. Évidemment, je crois que des personnages comme Badamassi ne devaient pas être très contents parce que pour ça, ils sont à la maison aujourd'hui, ils ne sont pas au Parlement. Donc, le chef d'État a laissé faire. Donc, il sait concilier un peu le bâton et la carotte. Et lorsque vous êtes en face de quelqu'un, c'est à vous de savoir comment faire vos revendications, comment le prendre de coup pour prendre ce que vous avez envie de prendre. Vous ne pouvez pas exiger. Par exemple, quand vous savez qu'un tribunal autonome a condamné des personnes qui sont en prison et d'autres qui ont des condamnations, qui sont partis en exil, vous ne pouvez pas exiger que le président prenne un décret pour dire, mais écoutez, messieurs les juges des tribunaux, faites rentrer ceux qui sont en exil. C'est pas possible. Même qu'il ait envie de le faire, il ne peut pas le faire. Mais par contre, il y a quelque chose qui est possible. Quoi? Les partis de l'opposition peuvent négocier avec les partis du chef de l'État pour dire, nous devons nettoyer notre code électoral. Parce que ce code électoral est chrysogène, effectivement. Ce code électoral va Vous le pensez aussi? Je le pense aussi, va amener des histoires, va créer plus de problèmes qui n'en résoudra aux élections de 2026, parce que les histoires de 20% par circonscription électorale et plein d'autres petites astuces qu'on a mis à l'intérieur, pour autant que, rapidement, l'UP et le BR peuvent se retrouver pour avoir les 20% ensemble, accord de gouvernance qui aura pas au niveau de l'opposition, parce qu'on sait très bien que si les démocrates existent, l'FCBE n'existerait pas. Pourtant, ils sont avec un cas de concertation. Il y a d'autres partis politiques qui sont là, qui se disent aussi nationaux. Pour que l'accord de gouvernance marche au niveau d'un endossement. Attention. Attention. Parlez par rapport à ce que vous connaissez du pays. Oui. Pour que l'accord de gouvernance ait droit de citer, il faudrait que, sur le plan national, le parti soit capable d'avoir le suffrage nécessaire pour conserver un député, les 10%, oui, sur le plan national. Alors, si les démocrates peuvent se targuer d'avoir 10%, donnez-moi le nom d'un parti politique qui puisse avoir sur le plan national 10%. Première chose, première condition, avoir réussi à avoir des suffrages dans les deux tiers, je crois que les 2 tiers de tout le pays, 2 tiers de tout le pays, avoir réussi à avoir des suffrages. Et puis, troisième condition, restrictive totalement alors, les 20% au niveau de la circonscription électorale. Alors, vous imaginez bien que les démocrates vont se retrouver seuls, comme un beau diable, à se débattre autour de cette question. Justement, sur cette question-là, permettez, est-ce que les autres formations politiques de l'opposition ne peuvent pas se dissoudre au sein des démocrates pour véritablement faire un combat unifié? Le Béninois ne le fait jamais. Vous connaissez ce qui caractérise le Béninois, c'est du chacun pour soi. On a comme l'impression que c'est véritablement l'esprit de la réforme. Non, mais c'est d'avoir des formations politiques davantage fortes, davantage représentatives. Non, le Béninois est toujours caractérisé par ce que certains ont appelé du tiédianabisme. Oui, et c'est ce que Patrice Talon veut finir avec cette réforme du système partisan. Oui, je suis d'accord, mais pour finir avec, pour l'instant, il ne faut pas trouver un moyen si exclusif qui empêche un parti de l'opposition de se retrouver à l'Assemblée nationale. Parce que c'est, quand vous prenez les dernières élections, ceux qui ont proposé la loi, ils sont intelligents, ils ne sont pas cons. Ils ont pris les dernières élections. Pourquoi ils n'ont pas de 15%? Pourquoi ils n'ont pas de 10%? Ils ont bien calculé pour se dire, dans quelle circonscription électorale les démocrates n'ont pas pu avoir 20%. Ils ont calculé, ils ont regardé dans le Koufo, sur le plateau d'Abomey, là où ils ont eu les 9 000, les 10 000, où ils n'ont pas pu avoir de députés, ils ont calculé un peu. Le Koufo, le plateau d'Abomey, si on maintient la même pression, il s'en trouvera quelques circonscriptions électorales où les démocrates n'auront pas les 12%. Tant qu'on peut avoir cette possibilité, alors on contourne un peu la difficulté de les élections de 2021, on contourne la difficulté de 2021 pour se replonger en 2019, pour se retrouver encore 2 blocs puissants à l'Assemblée nationale. On écarte les démocrates, on se dira que, bon, évidemment, vous avez vu, c'est sur le terrain qu'on les a gagnés. On n'a pas gagné sur le terrain, on a rusé, tout simplement. Et ce n'est pas bon. Et le chef de l'État, il est en train de vouloir partir et il insiste qu'il partira. Je crois que s'il doit partir... Ah oui, s'il doit partir, qu'il parte bien. La seule chose qu'il peut accorder à l'opposition et à la classe politique aujourd'hui, c'est de nettoyer le code électoral et surtout de sucrer
cette histoire des 12% de circonscription électorale. Des 20%. Et des 20% des circonscriptions électorales et de laisser la composition se faire. Déjà, la première condition de 10%. Il faut revoir la baisse. Peut-être ramener à 10%. Ce n'est pas utile, en fait. Cette conditionnalité supplémentaire n'est pas utile. Puisqu'il y a une condition déjà de 10% qui a éliminé pratiquement tous les partis politiques, sauf les démocrates. Pourquoi en rajouter un autre? Quand vous dites déjà 10%, ben 10%, le PRD n'a pas pu avoir les 10%, vous avez oublié. Le PRD a eu 8%. Malgré son hégémonie. Évidemment, le PRD a eu 8%. Le PRD seul, quand même, qui a toujours raflé quand même la mise dans l'OME Plateau, n'a pas eu 10%. Donc, demander d'avoir 10% déjà, il y a une condition suffisamment exclusive à suffisance pour maintenir une certaine pression sur les partis politiques afin qu'ils soient territorialement représentatifs. Ben, à en rajouter encore, il y a une deuxième condition des 2 tiers sur le plan national. Ensuite, maintenant, condition très restrictive de 20% au niveau des arrondissements. Ça, je crois quand même qu'on peut aller à une réforme électorale, on peut sucrer cette partie-là et donner la chance de compétir équitablement. Ça, c'est des choses que je préfère que quand on est politicien, on demande. Mais les questions qui sont liées à d'autres juridictions, je ne suis pas en train de juger que ceux qui sont condamnés l'ont été de bon ou de mauvais droit. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas les éléments d'appréciation, encore que je ne suis pas très bon juriste. J'ai de la culture en droit qui ne me permet pas de dire tel élément plus tel élément, l'une ne doit pas être condamnée. Non. Je n'en ai pas suffisamment assez pour le dire, mais je dis, cependant, étant donné que c'est des tribunaux qui ont prononcé des décisions les concernant, on ne peut passer que par les mêmes tribunaux pour avoir des allègements ou des faveurs possibles. Des allègements ou des faveurs possibles. Quelques petites questions, 2 ou 3 avant de conclure cet entretien. J'avais envie de vous poser la question de savoir, est-ce que l'analyse politique, lorsqu'il jauge un peu le terrain politique, lorsqu'il juxtapose l'ambiance au sein de la mouvance et au sein de l'opposition, est-ce que vous pensez que le terrain est propice à une modification du code électoral? Bien sûr. Même la mouvance aujourd'hui travaille aujourd'hui à ça. Parce que n'oubliez pas, quand nous parlons de la reconfiguration politique en 2026, personne ne sait qui sera opposition, qui sera mouvance. Et lorsque vous ne savez pas dans quelle chose vous vous retrouverez en 2026, autant commencer par jouer franc jeu, pendant qu'il est encore temps. Qui sait qui va être opposant en 2026 et à qui? Le plus sérieusement du monde. Il y a 6 mois, savez-vous que des personnes très proches du chef de l'État seraient en prison aujourd'hui? Pour ceux-là qui sont en prison aujourd'hui, tous les partisans qu'ils ont derrière sont déjà radicalement des opposants au président Patrice Talon. N'est-ce pas? Et avant 2026, il en aura encore davantage. Alors, lorsqu'on fait un débat aujourd'hui sur le nettoyage du code électoral, personne n'est capable de savoir qui va être positionné sur la liste électorale et de quel côté sera positionné. Donc, pour faire un débat de mesquin autour d'un nettoyage, il faut être sincère, il faut être franc, parce que personne ne sait quel jeu sera joué en 2026. Alors, je vous dis, et je suis sincère en le disant, que ce soit l'opposition ou la mouvance actuelle, tout le monde a envie que le code électoral soit nettoyé. Alors, avant de passer à la dernière question qui nous lie ce matin, notamment les implications géopolitiques de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, la réforme du système partisan, tant vantée depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que tout ce qui a été fait à ce jour est fait au nom de cette réforme du système partisan, ou une réforme à travers laquelle on veut que désormais il y ait 2 ou 3, 4 maximum grands partis politiques au Bénin. Et donc, on essaie de corser les lois pour que véritablement les acteurs politiques, malgré leur indiscipline, puissent rester dans ce sillage-là. Je n'ai rien contre la réforme du système partisan. Vous devez l'apprécier vous-même à l'aune de ce que cela apporte aujourd'hui de bien et de beau pour notre pays. Ça se sent aujourd'hui que nous ne sommes plus dans une situation où lorsque vous allez aux élections et on vous aligne 103 partis politiques, vous n'en finissez pas. Oui, et quand il y a une délibération de la Cour constitutionnelle... On va réduire les critères au niveau du code électoral et au niveau du système partisan. Est-ce que ça ne va pas nous plonger dans les mêmes travers? Déjà, aujourd'hui, on a véritablement que 4 formations politiques qui animent véritablement la classe politique. Mais on a encore d'autres qui sont autorisées. On n'a pas 4 politiques, on a 3. Parce que où est-ce qu'on anime la vie politique? Au Parlement. Au Parlement. Ils sont 3, oui. Ils sont 3. Alors, les autres? Ils sont 3. Mais les autres se débrouillent. Alors, qu'ils s'enracinent davantage sur le terrain pour que nous puissions avoir 4, 5 dans tous les pays. 4 souhaités par Patrice Talon. Oui, c'est pas mal. Si il y en a un en plus, vos amis FCBE, comme vous le dites. Pas mes amis. Vos amis FCBE. Oui, j'ai
j'ai un proche à moi, un proche collaborateur qui est très FCBE, donc je pense bien à lui, positivement d'ailleurs, et que je voudrais bien que son parti FCBE se retrouve en bonne posture pour aller compléter les démocrates à l'Assemblée nationale. Moi, ça ne me gênerait pas du tout d'avoir 3 ou 4, comme vous le dites. Mais le système actuel, tel que c'est voté la dernière fois, si on maintient ce code électoral, on n'aura que 2. On n'aura que les républicains et les démocrates. Et c'est les mêmes républicains et démocrates aujourd'hui qui n'auront que les yeux pour pleurer. Parce que pour la plupart, ils ne se retrouveront pas à l'Assemblée nationale et seront de l'autre côté, tranquillement, en l'air et dans le vide. Et c'est en ce moment qu'ils vont s'en mordre les doigts. C'est le moment qu'ils doivent modifier le code électoral pour permettre de se retrouver du bon côté demain, pour avoir le droit de parler et de regarder les citoyens dans les yeux pour opiner. En tout cas, wait and see, on verra si la mouvance va être favorable à cette modification du code électoral, parce que une chose est que les députés le pensent et une chose est qu'il y ait la véritable et la bonne volonté politique pour rendre concrète cette volonté. C'est le chef d'État qui décide. S'il veut... C'est le patron de la mouvance présidentielle. Il est le patron des 2 partis politiques. Alors, s'il veut... C'est le chef de la majorité. Exactement. Cela va de soi. C'est un fait. S'il veut que ces 2 partis politiques s'asseyent à la même table que les démocrates pour discuter et obtenir une modification du code électoral, ça sera fait. Et c'est ce que moi je souhaite. C'est ce que vous souhaitez. Oui. Alors, quelles sont les implications? On a peut-être 2 petites minutes pour conclure. Quelles sont les implications géopolitiques de l'élection de Donald Trump? Alors, il y a une implication majeure d'abord. Implication majeure, implication mineure. Mineure, parce que c'est pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, ils ont l'impression que quand on voit Donald Trump un peu dans toute sa bruititude, on a l'impression que, bon, voilà, un brouillon est arrivé à la tête des États-Unis. S'il était aussi brouillon que ça, on ne va pas voter pour lui 2 fois. Ça veut dire qu'il est très structuré, il est ordonné, et c'est toujours là où il va. Et contrairement à ce qu'on pensait en Pennsylvanie, l'État qui a fait basculer les élections, il y a beaucoup de Noirs, beaucoup de Métis, beaucoup de Portoricains, beaucoup d'Américanos latines qui ont voté pour lui. Au point où on se demande, celle qui était en face, Kamala Harris, c'est une Noire. C'est une Noire. Et c'est des États où, en tant que Noire, elle devait carburer, devait catorer, mais ça n'a pas été le cas. Alors, ça signifie que Donald Trump, malgré ce qu'on peut concevoir de lui, a pu quand même réussir à structurer son discours de sorte qu'à mobiliser cet électorat-là qui pouvait lui faire défaut. Et il a gagné les élections. Alors, deuxième chose, c'est pour vous dire que c'est un homme très structuré. Deuxième chose, il ne fera pas n'importe comment, n'importe quoi, quand il veut, comme genre le monsieur fou qui a la manette du bouton rouge sur sa table, il peut appuyer pour dire je veux la guerre ici. Il a fait ça pendant 4 ans, il a pu déclencher la guerre où? Il ne peut pas. Les États-Unis, c'est un pays très organisé et le pouvoir est très structuré. Même s'il a aujourd'hui la chambre basse et la chambre haute dans les mains, il ne peut pas faire ce qu'il fait. Mais y a-t-il pas des implications sur le conflit russo-ukrainien? Déjà, un instant, il ne peut pas faire ce qu'il veut déjà. Tout est organisé. Il y a des conseillers politiques qui sont férus à la tâche. Il y a des spécialistes des questions internationales qui ne sont ni démocrates ni républicains, qui seront là et qui vont faire les fiches techniques en fonction des intérêts des Américains. Ça, c'est clair, ce qu'il faut déjà noter. Il ne fera rien pour aller supporter la Russie contre les intérêts des Américains. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est faux. Parce que on ne peut pas quand même rendre la Russie fort pour affaiblir les États-Unis. Mais quelqu'un le pense, c'est que la personne, soit il est timbré, soit il a pris le mauvais AstraZeneca à sa dernière vaccination anti-Covid. Il n'y a aucune possibilité que la Russie s'affaiblisse et se renforce au détriment des États-Unis. Donc, oubliez ça radicalement. Alors, on se dit, il va diminuer drastiquement le budget alloué à l'effort de guerre ukrainien pour affronter la Russie. C'est possible. Alors, s'il le fait, dans quel cadre? Il va devoir discuter certainement avec la Russie pour dire, bon, à l'étape où on en est, tu as pris la Crimée, tu cherches le Donbass et Mariupol, ok, stop, prends les 3 et dégage. Parce que s'il prend plus, il devient plus fort que les États-Unis. Et ils ne vont pas le laisser faire. Ils ne vont pas le laisser faire. Sans compter que la diplomatie européenne, ils sont à l'OTAN ensemble, ils vont continuer à travailler. Il est venu trouver un dispositif qui est en place. Les discours des présidents européens après son élection. On a notamment Emmanuel Macron. Eux tous, d'ailleurs, même l'Allemand. Eux tous sont dans la crainte qu'ils viennent bousculer l'ordre établi. Est-ce que ça va les obliger maintenant
à élever leur niveau de ressources supplémentaires pour supporter. N'oubliez pas, tout ce qui est envoyé en Russie, tout ce qui est investi par les Européens sont puisés de l'argent russe. On a fait le blocus sur les ressources de la Russie au niveau des banques, au niveau de l'équilibre du commerce international, et on récupère des dividendes. Ces dividendes récupérés financent l'armement qu'on envoie en Ukraine. Alors, il y a encore d'autres niveaux de veto qui ne sont pas encore allés. S'ils sont obligés d'aller là, la Russie financera par elle-même l'effort de guerre pour le ralliement de l'Ukraine. Ça, c'est un élément très technique qu'on ne peut pas aborder actuellement ici parce que c'est vraiment délicat. Il faut que je sois obligé d'aller dans beaucoup de détails. Mais rassurez-vous, les Européens ont les moyens de récupérer sur les intérêts de la Russie de quoi financer l'Ukraine pour continuer pas à faire la guerre. Parce que derrière tout ça, c'est l'équilibre du monde qui se joue. Je ne dis pas que les Européens ont raison, mais l'équilibre du monde qui se joue. Une Russie forte, c'est une Europe totalement affaiblie. Une Russie très forte, c'est les Américains totalement affaiblis. N'oubliez pas les années 1960-1962 et avec la bête de cochon, les histoires qu'on ne peut pas oublier, qu'on a étudié la géopolitique internationale au niveau de Cuba et tout le reste, qu'à tout moment qu'il y a déséquilibre entre la Russie et les États-Unis, ça va dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Alors, donc, Donald Trump n'a pas les moyens d'empêcher que l'Ukraine se stabilise, que la guerre ukraino-russe se stabilise. Et il fera ce qu'il peut. Il a les moyens, plus que l'actuel locataire de la Maison-Blanche, de communiquer directement avec Poutine pour chercher à obtenir quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il peut obtenir? On ne peut pas le garantir. Parce que la Russie continue pas maintenir son invasion à l'aveuglette, les États-Unis ne s'arrêteraient pas. Ils vont continuer pas à financer. Et je suis persuadé que nous allons revenir ici pour le dire que même Donald Trump va accepter par le biais de son congrès qu'on ne continue pas à armer davantage l'Ukraine. Alors, deuxième élément géostratégique qui va changer un peu, c'est au niveau de Benjamin Netanyahu. Lui, c'est l'ami personnel de Donald Trump. Quand Donald Trump est là, il est le premier à jubiler. Il est content. Parce que là, il est sûr maintenant que désormais, il aura beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'armes et de financement pour écraser le Hezbollah, pour écraser toute la légion arabo-islamique qui l'entoure actuellement, avec qui il est en belligérance. Ça, il est sûr de ça. Et je pense aussi que quelque chose va changer à ce niveau, parce que l'aile dure des Américains, les républicains, font partie de ceux qui pensent quand même qu'il faut un État israélien très fort pour empêcher le développement et l'extension du terrorisme du Hezbollah dans cette région. Et il y aura plus de soutien, il y aura plus de moyens accordés, mais dans les limites quand même du respect des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui maintenant avec Biden, c'est que il est mécontent. Parce que contre même l'avis des experts, des Américains même, qui est leur premier soutien, ils vont écraser même des hôpitaux où il y a des civils qui sont morts. Ils ne respectent rien du tout. Ils bombardent toute une architecture civile où il n'y a aucun terroriste. Les Européens en ont marre de continuer à soutenir un État qui ne respecte rien. Parce que quand on en tue 5 chez les Israélites, ils doivent en tuer 2000 chaque fois. Alors, dans cette logique belligérante, les États-Unis, aujourd'hui, avec les démocrates au pouvoir, ne peuvent pas continuer à soutenir Benjamin Netanyahu les yeux fermés à l'aveuglette. Il y a nécessité que, effectivement, qu'on attire son attention sur le fait de respecter les droits de l'homme. Mais il pense et il espère vivement qu'avec Donald Trump, quelque chose va changer, qu'il aura maintenant le poids de la bête, plus de puissance pour aller écraser ces vermines. Merci à vous, Clément Adeoti-Adéchian, pour vos différentes analyses et commentaires. C'était assez enrichissant et instructif. Merci à vous, Clément Adeoti-Adéchian. Je rappelle que vous êtes analyste chroniqueur politique, fondé du groupe de presse ESAE, qui comprend l'informateur, ESAE TV, ESAE Radio, également le fonds de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Merci de votre attention. Ma collègue Billy Gaïlaïbi et moi, on vous donne rendez-vous demain dimanche pour l'inviter avec Antoine Guédou-Visitogbe. Il est le président du parti politique Grande Solidarité Républicaine, également le porte-parole du cadre de concertation de l'opposition. On en parlera demain dimanche.